des Soutes a parlé de la Guadeloupe en général. Mais au CGPLI, nous avons voulu accorder une place un peu particulière, une petite place sur la situation des descendants des immigrants indiens dans la société guadeloupéenne. Donc je fais un tout petit paragraphe, c'est-à-dire moins de 10 minutes. Oui. Moins de 10 minutes que j'aimerais faire. Bien. Alors, je me suis inspirée des écrits de Guy Lasserre dans les cahiers d'outre-mer. Il a écrit en 1953. Je me suis aussi inspirée d'une thèse de M. Christian Schnackenbourg, une thèse de doctorat. Et bien sûr, j'ai relu Singaravelou, que vous connaissez, les Indiens de la Guadeloupe. Alors, selon Guy Lasserre, dans les cahiers d'outre-mer, donc en 1953, donc un peu après 1947, alors je cite, « Les descendants d'immigrants indiens sont tous nés en Guadeloupe, de parents fixés dans l'archipel. Ils parlent créole et français. Ils sont catholiques et mènent apparemment la même existence que les autres Guadeloupéens. Ils sont citoyens français et jouissent de tous les droits civils et politiques qui ne leur sont plus contestés. » Alors, Christian Schnackenbourg, lui, je note quelques petits détails. En 1941, Schnackenbourg il dit qu'en 1941, les Indiens demeurent une catégorie particulière de résidents et de travailleurs cantonnés juridiquement à l'écart du reste de la population guadeloupéenne. Ce statut serait un des aspects de la protection spéciale due aux Indiens par la Convention de 1861 entre la France et la Grande-Bretagne. La distinction est faite entre personnes nées à la Guadeloupe ou pas. Par exemple, la question se pose de savoir, en 1941, qui parmi les indigents malades hospitalisés dans les hôpitaux publics est à la charge des communes. Si elles sont nées en Guadeloupe, elles sont à la charge des communes. Ou sinon, la charge est supportée par le budget colonial. Alors à l'époque, ils avaient trouvé encore une minorité de gens pas nés en Guadeloupe et dans cette catégorie. Quelle année? 1941. En 1947, certains parlaient d'un parti pro-indien qui finalement n'a pas réussi à naître. Alors, ce qu'on peut dire, si les descendants d'Indiens sont comme les autres à cette époque, pour le travail, s'ils sont assimilés économiquement, on remarque qu'il n'y a pas d'entrée sur la scène politique parce que le suffrage universel est entaché de préjugés raciaux. Alors, à signaler qu'Henri Sidon-Barom avait été conseiller municipal à Pointe-à-Pitre, Duverly aussi était à Petit-Bourg, avait été élu. Mais en 1947, ses descendants sont toujours des coulis des Indiens, avec un Z, les Indiens. Alors, je me suis posé la question pour aller chercher, c'est quoi ça, un Indien? Puisque la CIO disait bien, enfin, depuis en 1946, tout le monde est français. Qu'est-ce qu'un Indien et comment les compter? Alors, il y a eu des recensements en 1882. À cette époque-là, on distinguait les immigrants du reste de la population et on donnait leur répartition géographique. Donc, je pars de 1882, c'est pour comparer un petit peu avec, par exemple, 1952, on fait la moitié du XXe siècle. En 1882, ils sont 21 084, c'est-à-dire 11%
de la population. Au milieu du XXe siècle, la répartition n'est plus exactement la même. Les déplacements se sont accompagnés d'une libération sociale et économique qui s'est traduite dans la diversité des genres de vie. Donc c'est ce que je vais un petit peu développer. La répartition en 1882. Alors, personnellement, ça m'a un petit peu interpellée. En 82, les îles sèches de Guadeloupe n'ont presque pas reçu d'Indiens. La Désirade en a reçu 15, les Saintes 9, la Côte-sous-le-Vent, des Haies 4, Vieux-Fort 4, Pointe-Noire 125, Bouillante 169, Vieux-Habitants 458, Baïf 470, Basse-Terre 138. C'est-à-dire tout ça représente à peu près 4% de la population de ces communes. Donc très peu. C'est différent au vent de la Guadeloupe, c'est-à-dire de Saint-Claude jusqu'à Sainte-Rose. Ces immigrants représentent 16% de la population. Pour la Grande Terre Ouest, c'est-à-dire d'Anse-Bertrand à Abîme, ils ont reçu 12%, enfin l'équivalent de 12% de la population. C'est Moule, Saint-François et Sainte-Anne qui en ont reçu le plus. Et ces trois communes-là ont reçu l'équivalent de 20% de leur population. Moule, Saint-François Moule, Saint-François et Sainte-Anne. et Cap-Esther. Cap-Esther est compris dans la côte au vent, c'est-à-dire de Saint-Claude à Sainte-Rose, environ 16% de la population, globalement, en 82. Même Marie-Galante en a reçu 1414, c'est-à-dire 8% de leur population. Alors il est vrai, vous le savez, que les immigrants étaient surtout regroupés autour des usines, là où il y avait les usines. Alors, à l'époque, les usines centrales en 82, il y en avait beaucoup, enfin, beaucoup plus que ce qui existe à la fin du XXe siècle. Donc, on les connaît, Beauport, Bellevue, Duval, Cluny, Blanchette, Darboussier, Duchassin, Zévalos, Sainte-Marie, Gentilly, Sainte-Marthe, Courcelles, Marly, Bonne-Mère, La Retraite, Duquéry, Bois-de-Bourg, Marquisat, les Mineurs, Boulogne, Montmain, Trianon et Grantan, Marie-Galante. Alors j'ai une petite carte là, si ça vous intéresse. La carte des usines à la fin du 19e siècle et il y a aussi le date de début d'exploitation et la date de fin aussi. Hein, donc c'est là. Donc il y a toujours Gardel qui existe. Et bon, Gardel et un petit peu Grand-Anse. Un petit peu Grand-Anse. Alors ça c'était à la fin du 19e siècle. Au milieu du 20e siècle maintenant, la période qui nous concerne aujourd'hui, alors il se passe c'est pas un problème, mais enfin, il y a une difficulté à compter les descendants d'Indiens. C'est difficile de les compter. Les statistiques notent simplement un amenuisement incessant et la cause de cet amenuisement, de cette difficulté, ce serait le métissage. La question qui se pose, c'est où finit la notion d'Indien? Qui c'est qu'on va compter comme Indien? Puisque le bâtard indien se fond dans la masse des gens de couleur, laissant ignorer ses origines, entachées, comme vous le savez, d'opprobre, par les préjugés raciaux. En 1952, les dépendances et la Côte-sous-le-Vent n'ont pratiquement plus d'Indiens. Je prendrai l'exemple de Marie-Galante. Il reste seulement une vingtaine métissés et assimilés, groupés à Grand-Bourg, sur les 1414 de 1882. Ils ont abandonné l'île pour le continent, enfin ce que nous appelons continent, au début du XXe siècle. Les descendants d'Indiens sont installés surtout au vent de Guadeloupe, sur la côte au vent, et en Grande Terre. Apparaissent alors des petites régions, entre guillemets des régions indiennes, au profit desquelles les autres communes se sont appauvries. Les deux communes les plus riches en Indiens sont Cap-Esther et Moule. La répartition, globalement par section, on peut compter 7 petites agglomérations indiennes que nous connaissons bien.
Papaye à Saint-Claude, Fond-Cacao à Cap-Esther, Courcelles à Sainte-Anne, Pont-Biré à Saint-François, Île-Portland et Sainte-Marguerite à Moule et Fauvette à Port-Louis. C'est là qu'il y avait plus de concentration. Il y avait des Indiens ailleurs, hein, mais c'est là qu'il y avait des concentrations. Parmi ces petites agglomérations, il y en a deux hameaux, les plus typiquement indiens, qui sont Fond-Cacao, au milieu de caféiers, de cacaoyers, et Pont-Biré, avec ses plateaux dénudés parmi les savanes d'élevage et les champs de canne. Alors, ce sont les deux plus typiques. C'est-à-dire, bon, il y en a d'autres comme ça. Bon, alors, ces deux-là sont choisis parce que ce sont deux modes de vie. La différence d'aspect entre ces deux hameaux traduit la différence de genre de vie des Indiens, enfin des descendants d'Indiens de cette époque. Alors, bien sûr, certains sont demeurés simples ouvriers agricoles sur les habitations, mais ils sont en même temps locataires de terres payant une redevance aux propriétaires, comme les autres Guadeloupéens en fait, où ils sont liés par un contrat de colonnage. D'autres sont devenus petits propriétaires et certains ont même réussi, sont même aisés ou riches, si on peut dire. La dernière génération a évolué aussi, enfin, dernière génération par rapport au milieu du XXe siècle, a fourni sa contribution à l'élite intellectuelle et le descendant d'Indiens est situé finalement à tous les postes de la hiérarchie sociale guadeloupéenne. Cependant, il constitue encore une population essentiellement rurale. Le peuplement indien dans les villes est faible. Son rôle, le rôle de l'Indien, du descendant d'Indien, est encore essentiel dans la culture de la canne. Les usines de Beauport, Gardel, Sainte-Marthe, Courcelles, Bonne-Mère, Marquisat en utilisent beaucoup. Ces travailleurs sont généralement casés, comme par le passé, casés par l'usine. Il y a une prédominance sanguinaire de la salle avec son toit en paille. Dans certaines sections, les terres sont morcelées en petites propriétés pour la canne et l'élevage, ce qui n'exclut pas, pendant qu'il est petit propriétaire, ce qui n'exclut pas le colonna et le travail comme ouvrier agricole. Ces travailleurs de la canne sont parmi les plus pauvres. En bonne partie illettrés, ils mettent leurs enfants dès 14 ans au travail de la canne et à l'élevage. On verra plus tard l'intérêt de ceci. À part la canne, ils participent aussi à la culture du caféier et du cacaoyer. Dans les hauteurs de Sainte-Rose, Lamentin, Petit-Bourg, Cap-Esther, Trois-Rivières, aux limites supérieures des plantations de canne, avec leurs semis de cases dispersés au long des chemins de pénétration, la lisière des grands bois qui drapent la chaîne volcanique est roulée par une bande de polyculture arbustive, vivrière, qui part d'Uzer, des Bonnes, et qui rejoint les hauteurs de Trois-Rivières, arrive jusqu'à Saint-Claude en passant par Roubert. Alors là domine la moyenne et la petite propriété. Ils sont un peu propriétaires. Ce sont d'anciennes, alors ces propriétés viennent d'anciennes habitations rachetées par le conseil général et loties en parcelles, ou alors des concessions dans la forêt où s'est installé ce petit paysanat devenu propriétaire. Les Indiens s'y sont fixés en grand nombre, tout en continuant à travailler sur les propriétés bananières. À Fond-Cacao, c'est là que se retrouvent les familles indiennes les plus riches. Les principales productions, là, sur les propriétés, on trouve du café, de la banane, un peu de cacao, vanille, des oranges et d'autres fruits. Plusieurs Indiens possèdent des véhicules. Ils évacuent des produits vers Pointe-à-Pitre. Ils assurent le déplacement des habitants. L'habitat dans le cadre de verdure du côté de Fond-Cacao
cadre de verdure, des arbres à pain, des manguiers, de tous les arbres fruitiers, des bananiers, cacaoyers, caféiers. Cet habitat contraste bien sûr avec la pauvreté des cases sur grande terre. Par exemple, le Courcelles, Pont-Biré ou Fauvette à Paris, c'est nettement plus pauvre. À part ces cultures, les descendants d'Indiens sont aussi les principaux maraîchers de la Guadeloupe volcanique. Ils produisent ce qu'on appelait à l'époque les légumes France, carottes, choux, poireaux, cives, laitues, etc. Et ils sont bien sûr à Matouba Papaye. Ceux-là, leurs bénéfices nets sont maigres, mais ils sont quand même plus heureux que ceux de la canne, mais bien moins riches que ceux de Fond Cacao. La contribution des descendants d'Indiens est plutôt faible dans le secteur bananier. Elle a une certaine importance seulement à Trois-Rivières et Saint-Claude. Comme les autres Guadeloupéens, les descendants d'Indiens pratiquent des petits métiers. Depuis 1897, on compte par exemple un peu moins d'un dixième de ces immigrants qui sont installés dans les bourgs et les villes. Ils sont soit domestiques, palefreniers, on compte même 65 commerçants, 15 employés d'administration, 7 ébénistes et charrons, 29 entreprises de transport. Ils sont employés de magasins. Et à Cap-Esther, Saint-François et Moule, ils tiennent même boutique. Ils sont commerçants. On observe donc que l'ascension sociale des Indiens est très rapide. Très rapide. Ils sont même, on les trouve employés de préfecture, de mairie, ils sont instituteurs et on commence à rencontrer professeurs, médecins ou avocats. Hein? Aussi. Petit métier. Ça, c'est des petits métiers. Alors, il faut dire que même avant ça, dès 1886 ou 1887, sur les habitations, on trouvait des Indiens comme économes, comme géoueurs, donc ils avaient un poste de responsabilité. Il faut signaler aussi qu'en 1892, Henri Sidambarom avait suffisamment d'argent à l'époque. Il était interprète au service de l'immigration et il a pu lancer une surenchère sur Marquisat en 1892. Il a pu lancer une surenchère sur Marquisat qui était à l'époque en difficulté et tout ça, mais le crédit foncier colonial s'est arrangé pour récupérer l'usine. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les descendants, enfin les immigrants indiens et leurs descendants, on le sait, mais comme on n'a pas parlé de la période de l'immigration elle-même, on peut dire que ces immigrants ont été piégés sur le territoire, mais et cela les a contraints à s'adapter. Et ils se sont beaucoup adaptés, donc on va voir ça un petit peu en quoi ils se sont adaptés. Ils se sont adaptés. Bon, vous me direz qu'ils ne sont pas les seuls. C'est comme ça pour tous les immigrants un peu partout. Alors, quelques signes d'intégration apparaissent très tôt, apparaissent déjà avant le milieu du XXe siècle, si je puis dire. Par exemple, à l'occasion du grand conflit de la Canne en 1910, avec l'arrivée à l'âge du travail de la première génération d'Indiens qui sont nés sur place, qu'on observe qu'ils commencent à s'intégrer dans le prolétariat guadeloupéen. Parce que le mouvement qui a commencé en 1910, le mouvement s'est accéléré après la guerre, à l'occasion des grandes luttes des années 1920. Par exemple, le 14 février 1925 à Duval, les gendarmes tirent sur un groupe de petits planteurs massés devant l'usine
pour réclamer une augmentation du prix de la canne. Il y a eu 6 morts, parmi lesquels on trouve un descendant d'Indien. Petit signe d'intégration, il lutte avec leurs camarades de travail. L'intégration passe par l'accès à la terre. Dès la fin des années 60, 1860, les premiers qualifiés de propriétaires apparaissent dans les archives. En 1891, on recense 269 paysans propriétaires. C'est pas beaucoup, mais ça représente 2,1% de la population active immigrante. Mais c'est un mouvement qui s'est accru assez rapidement, grâce aussi à la politique mise en œuvre pour favoriser la fixation définitive des Indiens en Guadeloupe. Selon Singaravelou, les aspects les plus manifestes de cette assimilation des descendants d'Indiens sont d'environ, il compte lui environ quatre aspects, de 4 ordres. Premièrement, l'acquisition du langage créole. L'acquisition du langage créole, nous le savons, ils parlent créole très rapidement dans les années qui ont suivi leur arrivée, d'autant plus aisément que leur tradition linguistique était de nature orale. Les langues parlées par les immigrants étaient d'origine diverse. Tamoul, Telugu, Hindi, Urdu. Et on le sait, entre les Calcutta et Calcutta, c'est ceux qui parlaient hindi et les Dravidiens. Enfin, les Guadeloupéens les appelaient les Calcutta. Je parle de ce qui se disait ici. Bon, bien sûr, la ville s'appelle maintenant Kolkata. Alors, entre les Calcutta et les Dravidiens, leur créole devint paradoxalement le seul moyen de communication. Donc, très vite, ils ont appris le créole. Bien que jusqu'au milieu du XXe siècle, et peut-être plus tard, les prières dans la religion, les langues sont restées, en particulier les prières à Kalimaï qui sont en hindi et les invocations à Mariaman sont en tamoul, ainsi que les chansons de Madoua et Viran. Deuxième aspect qui montre l'assimilation rapide de ces immigrants, à part le langage créole, c'est l'adoption de la religion catholique. Il y a eu conversion massive et rapide des Indiens au catholicisme, conversion volontaire ou sous la contrainte morale et matérielle, et coexistence des deux pratiques religieuses, ce qui différencie la situation des Indiens de Guadeloupe de celle des Indiens de la Caraïbe anglophone. C'est pas comme ça à Trinidad, ça ne s'est pas fait comme ça. Alors, cette christianisation précoce et massive est un facteur capital d'assimilation culturelle. Elle signifie l'intégration dans la communauté créole, l'acceptation d'une partie au moins de ses valeurs et le renoncement partiel au particularisme d'origine. Alors, les descendants d'immigrants indiens ont adopté un certain nombre de pratiques et de modes de vie créoles. Par exemple, l'Indien a abandonné, souvent depuis le bateau, il a abandonné ses habitudes vestimentaires. Il était plus ou moins contraint d'ailleurs. Et donc les femmes, on les trouve en robe antillaise. Les femmes se parlent de robe antillaise. On trouve aussi les descendants d'immigrants indiens présents dans les fêtes créoles, les fêtes patronales par exemple. Alors, par exemple, à Maunalo, il y avait une fête le 15 août justement, en 1860, la fête de la commune, et le vainqueur au Mat Cocagne était un descendant d'Indien, un Indien.
Et pour saluer sa victoire, ses compatriotes se mettent à danser, suivis par les Congos, puisqu'ils étaient arrivés eux aussi avec un contrat de résidence, tout comme les Indiens. Et même les créoles se sont mis à la fête, donc petit signe d'intégration. Alors, le descendant d'immigrants indiens a perdu un certain nombre d'éléments de la culture indienne. Par exemple, la perte de traditions ancestrales telles que le système de caste. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus ici. Cette disparition tient essentiellement à l'énorme brassage, on le comprend, qui s'est accompli de force dans les dépôts d'émigration en Inde, sur le bateau et dans les plantations. Certains patronymes indiens aussi ont conservé la désinence de caste, mais les Indiens de Guadeloupe n'en ont pas conscience. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de liaison aujourd'hui consciemment établie entre la caste et le nom. Donc ça fait partie des choses que nous avons perdues. La famille, la structure de la famille. La famille étendue, structure traditionnelle, tend à disparaître. Alors, une petite explication serait que la rareté des femmes indiennes par rapport aux hommes, on parle même de rivalité des Noirs créoles, qui ont fait que les femmes, cela a placé les femmes d'origine indienne dans une position de force qu'elles n'avaient pas en Inde. La famille étendue était répandue à l'époque en Inde, surtout dans les castes possédantes, parce qu'il fallait bien sûr préserver un héritage. Comme ici en Guadeloupe, bon, il n'y avait pas beaucoup d'héritage à préserver, donc très facilement, ce système de caste n'a pas perduré. Mais cette tendance au regroupement familial se retrouve quand même lorsque les premiers travailleurs deviennent propriétaires fonciers. Notons que l'un des mérites de la famille étendue est de fournir une main-d'œuvre sur place, une main-d'œuvre sûre et bon marché. Cependant, même si la famille indienne devient comme les autres familles, une famille nucléaire ou une famille ménage, elle reste assez différente de la famille créole moyenne. La présence physique du père joue un rôle important et en général, dans les familles indiennes, le père était présent. L'autorité parentale était respectée à l'époque. Alors, qu'est-ce qui fait que nous avons assisté à une intégration extrêmement rapide? Quels sont les facteurs de créolisation? L'une des raisons majeures de ce glissement de l'identité indienne, c'est bien sûr la faiblesse numérique des immigrants. Les immigrants indiens en Guadeloupe sont des personnes déracinées qui ont perdu tout lien avec les origines. L'éloignement géographique de l'Inde en est la cause principale. L'Indien de Guadeloupe n'a pas une connaissance précise de ses origines sociales ni géographiques. Non, mais moi je suis sûre de mes origines sociales. Je suis l'exception. Non, mais on peut dans le débat parler de cette tendance à l'Indien à se placer dans telle ou telle caste, etc., etc. Bon, alors, je continue. L'Indien de Guadeloupe n'a pas une connaissance précise de ses origines sociales ni géographiques. Un troisième facteur qui a contribué à la perte de l'originalité des Indiens de Guadeloupe est sa diversité ethnique et culturelle d'origine, venue d'horizons divers. Ils ne viennent pas tous du même endroit. J'ai une carte là aussi qui montre de quels endroits de l'Inde on a fait venir les Indiens. Donc, venus d'horizons divers, parlant des langues différentes, ces personnes ne pouvaient dans un premier temps se liguer pour sauvegarder leur patrimoine culturel.
Et puis il faut dire aussi, il faut souligner la volonté des premières générations de s'intégrer totalement au milieu guadeloupéen. Le désir de passer inaperçu et de grimper plus aisément les échelons de la société d'accueil, ce qui les a poussés très rapidement à ignorer la langue maternelle. Il y a aussi la coercition. La coercition était grande au sein de la société de plantation, où il fallait éliminer les particularismes sociaux et ethniques, ce qui relevait de la mission civilisatrice de la France. Parce que tout le monde était barbare et il fallait faire que tout le monde soit français. Tout le monde soit français. Aux règles de la société de plantation s'ajoutent les effets de la politique d'assimilation pratiquée par la France. Donc les unions mixtes, la perte de patronymes indiens, de certains patronymes indiens, et surtout l'acquisition de la nationalité française font partie des mécanismes de l'assimilation. La départementalisation, il faut le reconnaître, a été un facteur décisif d'intégration et de promotion sociale des descendants d'Indiens, avec notamment le développement des établissements scolaires dans les communes rurales. Alors, en 1947, je reviens à ma question d'origine. Pourquoi ces personnes intégrées, assimilées, français et tout, pourquoi sont-ils toujours des Indiens? Pourquoi crier aux Indiens? Alors, pourquoi? Quels sont les traits irréductibles de la culture indienne? Qu'est-ce qu'ils ont gardé précieusement? Bon. Alors, les descendants d'Indiens ont conservé certains éléments de leur patrimoine culturel. Et quand nous sommes au milieu du 1947, nous sommes au milieu du XXe siècle. Comment? Non, c'est bon. Nous sommes à peu près au milieu du XXe siècle. Et ça fait à peu près un siècle d'assimilation. Près d'un siècle d'assimilation pour l'immigrant. Et malgré ce près d'un siècle, qu'est-ce que les Indiens ont conservé jalousement? Alors bien sûr, c'est évident, la religion indienne, qui a assuré une certaine continuité culturelle entre l'Inde et la Guadeloupe. Alors, il faut souligner qu'en Guadeloupe, c'est un culte original, de nature syncrétique, avec une dominante hindoue, des apports islamiques et des apports chrétiens. C'est aussi le résultat d'une synthèse entre Indiens du Nord et ceux du Sud. La religion indienne de Guadeloupe fait appel essentiellement à des divinités d'essence féminine, à des rites ancestraux comme les sacrifices d'animaux. Il n'y a pas de traces de la religion brahmanique. Les cérémonies, bon, on le sait, attirent de plus en plus de créoles, soit comme spectateurs, comme participants, je parle du milieu du XXe siècle. Le Rolombo, qui a été une adaptation forcée, puisque il y avait les souvenirs, mais il fallait utiliser les produits sur place. Vous serez d'accord avec moi, cette adaptation forcée est une improvisation géniale, appréciée de tous. De tous les Guadeloupéens, de tous. Il y a aussi les danses indiennes. À l'époque, c'était des danses avec des danseurs hommes, accompagnés par le chœur de chanteurs récitant et la musique, les tambours, les cymbales. Alors ça correspond un petit peu à des manifestations publiques. Hein. Cérémonies, danses indiennes qu'on faisait à l'époque avec les hommes. Alors, il y a des choses un petit peu plus intimes, des rites privés, domestiques, liés aux événements de la vie. Là, c'est pas donné en public. Par exemple, ce qui est pratiqué autour de la mort. Quand on fait, par exemple, où on faisait, peut-être que je sais que fin du XXe siècle, peut-être même au XXIe siècle, le percement d'oreilles,
la première coupe de cheveux, il y a un certain nombre de rites. À l'époque. Bon, mais peut-être que bon, je parle jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça se fait. Ça se fait. Bon. Bon. Les filles aussi? Non, le garçon seulement. Non, mais c'était surtout les garçons. Bon. Enfin, mais c'est dans le domaine privé, c'est pas tellement donné en public. Hein, bon. Ou autour des morts, certaines pratiques, tant de jours après la mort, etc. Ça s'est conservé. Ça s'est conservé. Enfin, c'était au milieu du XXe siècle. Ça s'est conservé à peu près jusqu'à maintenant, mais c'est dans le domaine privé, domestique. Alors, par contre, le semblani, le semblani, ou chant, si vous voulez, pour invoquer les défunts, ça aussi est un exemple remarquable de syncrétisme indien. Entre la fête des morts, à l'époque, c'était surtout la fête des morts, disons, des chrétiens, hein, la fête des morts chrétiens. Donc on a fait c'est un exemple remarquable de syncrétisme indien entre la fête des morts, qui est une fête collective chrétienne, et en principe, le semblani, c'était quelque chose, c'était l'anniversaire de chaque défunt en Inde, qui était une cérémonie familiale individualisée. Donc en Guadeloupe, on a fait une adaptation. Alors il faut signaler qu'au milieu du XXe siècle, le Pongal, la fête du Pongal a disparu. L'apport indien a enrichi également le vocabulaire. Je ne vais pas m'étendre puisque ça c'est... Alors le Pongal est revenu grâce au CGPLI. C'est le moment de le dire. Mais c'est au XXIe siècle. Hein? Ça n'est qu'au XXIe siècle. Donc l'apport indien dans le vocabulaire a beaucoup enrichi le vocabulaire. Le vocabulaire, la flore, les plantes, la cuisine. Je n'insisterai pas puisque bon, ça a toujours été, si je peux dire. Hein. Tout le monde connaît Avelka, Parouka, Moringa, Pikenga, Kurkuma, Manja, Kadichilon, Moltane, Loti, Massalé, Pagnalon, etc. Tout le monde connaît juste, et on connaît même encore un peu plus. Mais à l'époque, donc, c'était entré. À l'époque, c'est un peu entré dans le vocabulaire de tout le monde, en fait. C'est l'apport indien. Alors, en conclusion, puisque j'avais promis 10 minutes, mais je les ai peut-être pas. En conclusion, ça va faire 20 minutes. En conclusion, les relations fréquentes. Il y a toujours eu des relations fréquentes avec les autres catégories sociales ont amené jusqu'au milieu du XXe siècle à une cohabitation pacifique. On ne peut pas signaler, rares sont les conflits majeurs entre la population créole de rouleurs et les descendants d'Indiens. Mais l'antagonisme latent ressurgit à chaque incident. À chaque incident, vous connaissez les mots qui sortent. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Serait-ce la concurrence économique croissante, puisque les Indiens, vu leur ascension sur le plan machin, semble être une raison majeure. Mais, question. Je m'arrête sur cette question. Madame, quel mot? Vous avez parlé de mots. J'ai pas compris. Vous avez parlé de mots. Quel mot? MOT ou MAUX? Les mots. Les mots. Alors, je n'ai pas prononcé. Est-ce que j'ai prononcé le mot mot? Oui. Enfin, ils n'ont pas trop écouté, en fait. Ils n'ont pas écouté. Hein. Les mêmes mots reviennent. Oui, les mêmes mots reviennent. Ah, les mots. Ah oui. À chaque incident. Ah oui, les mots qui reviennent à chaque incident pour qui dénoncent cet antagonisme. Bonjour, madame. Madame Michel. Alors. Merci.